Je voudrais comprendre une chose. Vous êtes un des soutiens depuis toujours de l'Ukraine, mais en particulier évidemment depuis la tentative d'invasion russe. Les droits de douane avec l'Ukraine. L'Union européenne a décidé d'une mesure exceptionnelle, baisser les droits de douane entre l'Ukraine et l'Union européenne par solidarité avec le peuple ukrainien. Est-ce que vous continuez ça? Est-ce que vous estimez qu'il faut continuer à maintenir ces droits de douane bas? Il faut continuer à maintenir ces droits de douane bas parce que la chute de l'Ukraine, ce serait la déstabilisation de l'ensemble du continent européen. Et je vais vous prendre un exemple très concret. Non. Attendez, parce que Raphaël Glucksmann, là, pour moi, il y a une contradiction. Vous dites d'un côté, il faut faire attention à la concurrence qui serait une concurrence déloyale et il faut imposer les mêmes normes. Aujourd'hui, le poulet ukrainien. Je voudrais quand même qu'on précise les choses pour que les gens comprennent. Non, mais Raphaël Glucksmann, vous ne pouvez pas là juste dire sur la morale, le fait qu'il faut... C'est pas de la morale. Parlons Alors moi, je ne parle pas de morale. Je vais vous le dire, Vous parlez de solidarité. Moi, je ne parle pas de morale. Je parle de notre intérêt vital en tant qu'Européens. Si l'Ukraine s'effondre, c'est notre sécurité qui est en jeu. Mais si l'économie française s'effondre, est-ce que ce n'est pas notre sécurité aussi qui est en jeu? Je vais vous répondre sur le poulet ukrainien ou sur le miel ukrainien. Parce on a entendu Bruno Le Maire tirer le signal d'alarme. Il y a deux exemples qu'on cite tout le temps. C'est le poulet ukrainien et aussi le miel ukrainien. D'accord ? Qui ne respectent pas les mêmes normes de production et qui rentrent sur notre marché par acte de solidarité décidé au moment de l'invasion. D'accord. Et renouvelé il y a quelques semaines par la Commission européenne. On parle du miel ukrainien beaucoup plus qu'on parle du miel chinois. Or, les proportions sont incomparables. On a aujourd'hui sur le marché européen des produits qui viennent de la terre entière, entière et qui ne respectent pas nos normes. Alors je veux bien qu'on commence par l'Ukraine, alors que l'Ukraine, il y a un intérêt stratégique vital pour les Européens eux-mêmes. Donc en fait, vous dites comme c'est pas pire qu'ailleurs. Non. En fait, puisque les Chinois le font, pourquoi on ne le fait pas avec l'Ukraine? Non, ce que je vous dis, c'est qu'on n'a aucun intérêt à laisser rentrer des produits chinois ou des produits mexicains ou des produits brésiliens parce que c'est pas un enjeu vital pour nous. Et que par contre, on peut faire une exception sur l'Ukraine. Donc on peut faire rentrer du mauvais miel parce que c'est du miel ukrainien. Non, on peut faire rentrer des produits ukrainiens en demandant à l'Ukraine d'harmoniser ses normes avec les nôtres. Et c'est pour ça que le processus d'intégration de l'Ukraine aux normes européennes est si essentiel. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a ouvert notre marché. D'accord, on a ouvert notre marché, mais on n'impose aucune norme qui corresponde à celle qu'on impose à nos producteurs. Vous noyez dans le miel, mais moi je voudrais quand même, Raphaël Glucksmann, vous reposer la question sur le poulet, parce que sur le poulet, c'est pas tout à fait comme sur le miel. On a des chiffres, on sait que précisément aujourd'hui, la moitié du poulet qui est consommé en France vient d'Ukraine. C'est notamment le poulet transformé, je pense. On va imposer aux Ukrainiens, sans fermer directement les frontières, on va imposer une transformation de leurs normes pour qu'ils correspondent aux normes. Pourquoi on ne leur demande pas de changer leurs normes et ensuite on ouvrira en attendant, le poulet y rentre. On va limiter les entrées du poulet ukrainien. Oui, mais simplement on ne va pas fermer les frontières avec l'Ukraine. Enfin, si vous vous rendez compte de ce qui va se passer... Je ne vous parle pas de fermer les contraires. On a baissé de manière exceptionnelle les droits de douane. Raphaël Glucksmann, il faut quand même être précis sur ce dont on parle. Je le disais, la moitié du poulet qui est consommé en France vient désormais d'Ukraine. Il vient de méga factories de poulet. Il vient en réalité d'un homme qui est le patron de 99% de la production du poulet. Et vous savez où est-ce qu'elle est, son entreprise? Elle est à Chypre. Oui. C'est une solidarité avec le peuple ukrainien? Non, c'est pas une solidarité avec le peuple ukrainien. Pourquoi on continue? Eh bien, on va réguler l'entrée des poulets. Mais vous vous rendez compte? Attends, juste Apolline de Malherbe, je peux vous dire une chose. On est face à une situation qui est une situation vitale pour l'Europe. C'est pas anodin. Mais la situation des volaillers... Je suis bien d'accord, ça peut vous paraître dérisoire. Non, ça ne me paraît absolument pas dérisoire. On va réguler l'entrée du poulet ukrainien, mais on ne peut pas d'un seul coup, remonter les droits de douane et fermer nos frontières aux produits agricoles ukrainiens. En fait, ce que je trouve paradoxal, c'est que vous avez commencé l'interview en disant il faut refuser d'avoir des denrées qui rentreraient en France et qui ne respecteraient pas les mêmes normes que nous, y compris les normes sociales d'ailleurs, y compris les questions de salaire de ceux qui travaillent dans ces exploitations. Mais comme c'est l'Ukraine... vous savez, vous vous dites comme c'est l'Ukraine, bien oui, comme c'est l'Ukraine. Vous savez, il y a une exception dans les règles qu'on doit imposer, qui est la solidarité qu'on doit au peuple ukrainien. Mais encore une fois, c'est pas le peuple ukrainien, c'est un oligarque qui est à Chypre. On va s'occuper de cet oligarque, si vous voulez, de cette production. Par contre, la musique que j'entends, qui est de dire on ne peut pas accueillir les biens produits en Ukraine sur le marché européen et on doit imposer les mêmes normes aux Ukrainiens qu'à tous les autres pays du monde, je vais vous dire, ça peut nous conduire à l'effondrement de l'Ukraine. Et donc,
l'enjeu pour nous, mais j'aimerais juste qu'on nous comprenne, l'enjeu pour nous, c'est pas simplement la solidarité à l'égard de l'Ukraine. L'enjeu pour nous, c'est l'existence même de l'Union européenne. C'est ça qui est posé comme menace. Et vous allez jusqu'à, aujourd'hui, estimer qu'il faut le plus vite possible faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Est-ce toujours votre position ? Je pense qu'il faut faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Et je pense que faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, puisque ça suppose l'acquis communautaire, ça suppose des réformes, ça suppose d'imposer des normes, ça suppose justement de désoligarchiser l'économie ukrainienne, eh bien ça nous permettra justement de ne pas avoir cette distorsion de concurrence et cette concurrence déloyale. Donc l'Ukraine rentrera dans l'Union européenne une fois qu'elle sera prête et qu'elle respectera les mêmes normes que les pays membres de l'Union européenne. Mais encore une fois, l'enjeu, il est où, là ? En fait, je trouve qu'il y a une contradiction. Je comprends parfaitement ce que vous estimiez que l'Ukraine a... La contradiction, si vous voulez, excusez-moi, la contradiction, c'est qu'en ce moment, il y a une guerre sur le continent européen, d'accord ? La contradiction, c'est que peut-être que l'Europe, à la fin de l'année 2024, va se retrouver seule pour gérer cette guerre. Parce que Donald Trump, sera président des États-Unis, et qu'il a décidé de bazarder, de balancer par-dessus bord l'ensemble de l'architecture de sécurité de notre continent. Et la contradiction, elle est que nous ne prenons pas la mesure de ce que nous risquons dans une défaite ukrainienne. Et que donc, oui, il y a des mesures spécifiques pour l'Ukraine. Ce n'est pas une contradiction, c'est un choix politique. Il y a des mesures spécifiques pour l'Ukraine. Des mesures spécifiques pour l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est pas le Brésil, c'est pas la Chine, c'est pas le Venezuela ou c'est pas le Mexique. L'Ukraine, c'est un pays qui est envahi au moment où on se parle et dont la défaite signifierait la fin de la sécurité et de la paix sur l'ensemble du continent européen. Mais c'est pas s'énerver. Raphaël Glucksmann, j'entends bien à quel point pour vous ça excuse. C'est pas pour moi. Ça explique en fait, beaucoup. Je vais vous dire, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Cette phrase-là, elle va pas. C'est pas pour moi, c'est pour nous tous. Mais qu'est-ce que vous c'est l'ensemble des citoyens européens. Aujourd'hui, mais vous vous rendez compte, on a plus parlé du poulet ukrainien. Je vais vous dire, on a plus parlé du poulet ukrainien que des subventions européennes, c'est-à-dire des milliards qui sont déversés. Mais c'est pas pour ça que vous vous battez, Raphaël Glucksmann ? Mais c'est pourquoi vous êtes candidat pour l'Europe ? Bien sûr, je suis candidat pour l'Europe. Donc on a plus parlé du poulet ukrainien que du fait que les subventions publiques européennes favorisent les plus gros... Mais vous vous souvenez évidemment du plombier polonais. C'est des questions qui, à un moment, traversent la société, traversent d'ailleurs pas seulement la société française, mais toutes les sociétés. Il suffit de regarder ailleurs, tous les agriculteurs de toute l'Europe sont en colère. Il y a bien un problème, il faut leur répondre. Mais il faut leur répondre et on va leur répondre, mais la réponse ne sera pas simplement sur le poulet ukrainien. La réponse, ce sera par une refonte des politiques de subvention européennes. Ce sera par l'imposition des mesures miroirs. Parlons de la guerre. L'Union européenne a déclaré qu'elle ne pourrait livrer que la moitié des munitions qui étaient promises à l'Ukraine, en tout cas dans les temps, avant la date limite de mars. Dans ce moment-là, le Danemark, par exemple, dit écoutez, dans ces cas-là, on va faire les fonds de tiroir, on va prendre toutes nos munitions et on va toutes les envoyer à l'Ukraine. Est-ce qu'il faut que les autres pays de l'Union européenne aillent jusqu'à cette solidarité-là ? Il le faut. Et ce qui est absolument fou, c'est que ça fait 2 ans que cette guerre a commencé, que l'invasion totale de l'Ukraine a eu lieu, et qu'on n'a toujours pas augmenté nos capacités de production, qu'on n'a toujours pas passé en mode économie de guerre. Ce qui est fou, je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, sur le front ukrainien, les Ukrainiens peuvent tirer 1000 obus quand les Russes en tirent 10 000 par jour. Et qu'on a un ministre de la Défense en France qui s'enorgueillit du fait que la France puisse livrer 3 000 obus par mois. On devrait passer en économie de guerre pour vous. On devrait totalement passer en économie de guerre. Personne ne nous demande d'envoyer des soldats mourir sur le front. Par contre, ce que j'aimerais que les auditeurs comprennent, c'est que ce n'est pas simplement une guerre qui vise des territoires, qui vise le Donbass, qui vise la Crimée. Ce n'est pas simplement une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Moi, j'ai présidé au Parlement européen la commission d'enquête sur les ingérences étrangères pendant tout mon mandat. J'ai décortiqué la guerre hybride, cette forme nouvelle d'attaque contre nos démocraties que mène le régime de Vladimir Poutine contre la France, contre l'Allemagne. Et je peux vous le dire, j'ai lu l'ensemble des textes produits par les Russes, l'ensemble de leur doctrine. Je vois ce qu'ils disent dans leurs médias. La guerre qu'ils mènent, ce n'est pas une guerre contre l'Ukraine, c'est une guerre contre ce qu'ils appellent l'Occident collectif, c'est-à-dire contre nous. Et donc nous devons, Je vous repose donc ma question, parce que je vais reprendre les mots exacts du Premier ministre danois. Il dit « L'Ukraine nous demande des munitions et de l'artillerie maintenant. Nous, le Danemark, avons décidé de transférer all our artillery, toute notre artillerie et toutes nos munitions à l'Ukraine.
vous estimez que la France devrait faire de même? Ce que j'estime, c'est que la France devrait augmenter ses capacités de production. Mais est-ce qu'on doit donner les munitions qu'on a? On ne va pas livrer toutes nos munitions. Par contre, ce qu'on va faire, ce qu'on devrait faire, si on avait un leadership courageux qui comprend les enjeux, eh bien, on devrait aujourd'hui passer en mode économie de guerre sur la production. On devrait passer des contrats à long terme avec nos industriels, ce qui n'est toujours pas fait. On devrait aller écouter le président tchèque qui dit qu'il y a 800 000 obus disponibles sur le marché international et que donc on pourrait les acheter en commun à l'échelle européenne et les envoyer en Ukraine. Et on ne le ferait pas simplement par solidarité ou, comme vous l'avez dit, par morale. On le ferait par intelligence et par égoïsme même, parce qu'on sait que c'est notre intérêt vital. Et j'aimerais juste vous dire une chose, Apolline de Malherbe. Si nous ne le faisons pas maintenant et que le front ukrainien s'effondre, les questions que nous devrons nous poser dans 1 an ou dans 2 ans seront infiniment plus douloureuses que celles que vous nous posez. Les questions qu'on devra se poser, c'est quel type d'homme on envoie crever en Lettonie. Ce sera ça les questions qu'on devra se poser. Donc si vous voulez vous éviter ces questions, si vous voulez vous éviter que des soldats français aient à crever, eh bien, il faut aujourd'hui aider ceux qui crèvent pour nous autant que pour eux. C'est-à-dire les Ukrainiens sur le front. S'ils ont perdu la dernière ville d'Avdiivka. Vous avez entendu Bruno Le Maire hier qui dit qu'on a plus d'argent, qu'il y a 10 milliards à trouver dans les jours qui viennent. Est-ce que vous estimez que malgré tout, il faut continuer à lancer une économie de guerre en France, à relancer la production de munitions? Ça doit être une question de choix pour vous. Mais ce que nous ne refusons de payer maintenant, nous le payerons au centuple dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc nous ferons des économies en investissant sur la résistance ukrainienne. Nous ferons des économies en relançant notre industrie d'armement. Aujourd'hui, si vous voulez, en 2024, on est dans une situation où l'Europe, à la fin de l'année, le 5 novembre, peut se retrouver seule face à la guerre, seule face à Vladimir Poutine qui a promis la déstabilisation de nos démocraties. Nous allons nous retrouver seuls et nous sommes démunis. Nous sommes à poil, je suis désolé. Nous n'avons pas les capacités industrielles aujourd'hui pour faire face seuls à une telle situation. Et donc, il faut relancer notre industrie. Et ça, c'est un enjeu fondamental. On doit devenir les producteurs de notre propre sécurité. On doit devenir les producteurs de nos biens stratégiques. Et ça suppose des investissements massifs. Donc, les comptes d'apothicaires, dans une situation aussi douloureuse, aussi désastreuse, aussi dangereuse, eh bien, ne sont pas au niveau de l'histoire. Et si il faut trouver de l'argent, puisqu'il faut trouver de l'argent, il y a 3 manières de trouver l'argent. 3 manières de trouver l'argent très rapidement. Aujourd'hui, le CAC 40 fait des profits records. 97 milliards d'euros versés en dividendes aux actionnaires. Il y a des sous. La deuxième chose, on a 200 milliards russes d'avoirs publics russes dans nos banques. Au lieu de les geler, il faut les saisir. Et comme ça ne coûtera pas 1 centime aux contribuables européens. Ça ne coûtera pas 1 centime aux contribuables européens et les Russes paieront pour la guerre qu'ils mènent en Ukraine.